Bien, nous allons aborder à présent la deuxième situation d'évaluation concernant la leçon sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. On va lire l'énoncé et ensuite passer à la résolution. Ainsi suit situation d'évaluation numéro 2. Le zinc est un mélange de deux isotopes, Zn68 et Znx. L'isotope Zn68 est le plus abondant. Lors d'une séance de travaux pratiques en physique au lycée moderne d'Abobo, un groupe d'élèves se propose de déterminer le nombre de nucléons X du deuxième isotope. Pour cela, il utilise un spectromètre de masse comportant 3 zones, voire figures. Dans la première zone, dans la chambre d'ionisation, un échantillon est vaporisé et ionisé sous forme d'ions Zn2 plus 68 et Zn2 plus X, de masse respective 68U et XU. Dans la chambre d'accélération, les ions sont accélérés par un champ électrique E. Une tension accélératrice dans cette chambre est U. Dans la chambre de déviation, les ions sont déviés par un champ magnétique B perpendiculaire au plan de la figure pour atteindre un écran fluorescent. Donc vous avez la zone d'ionisation. Ici vous avez les isotopes sont ionisés et ensuite la chambre d'accélération où les particules seront accélérées de P1 vers P2. Ensuite, nous avons la chambre de déviation. Arrivé dans cette zone où il y a un champ B, les particules seront déviées parce que la trajectoire sera circulaire. Un vide poussé a été fait dans les 3 zones. Le poids des ions est négligeable par rapport aux autres forces. La vitesse des ions lorsqu'ils traversent la plaque P1 en O1 est supposée négligeable, donc la vitesse de départ est négligeable. Voici les données: V égale à 0,1 Tesla. La distance, le point d'impact entre les deux ions, A' égale à 8 mm. 1 U, unité de masse atomique, 1 U égale à 1,67 10 puissance moins 27 kg. La charge élémentaire 1,6 10 puissance moins 19 coulomb. La tension entre les deux plaques, la tension accélératrice est 1000 volts. Tu es désigné pour présenter le travail du groupe. Donc la première partie, la chambre d'accélération, on va travailler là d'abord. Précise la plaque qui doit porter le potentiel le plus élevé entre P1 et P2. Justifie ta réponse. Calcule la vitesse V0 d'un ion Zn2 plus 68 lorsqu'il sort en O2. Exprime en fonction de X et de V0 la vitesse V0' des ions Zn2 plus O2X. 2. Chambre de déviation. On est dans la troisième chambre. Indique sur un chemin le vecteur champ magnétique B pour que les ions Zn2 plus 68 parviennent en A et les ions Zn2 plus X en A'. Justifie ta réponse. Montre que la trajectoire des ions est plane. Montre que le mouvement des ions est circulaire et uniforme. Calcule le rayon de courbure des ions Zn2 plus 68. Et la dernière question, déduit de la question 2.4 le nombre de nucléons X de l'isotope Zn2 plus X. Voici pour ce qui est de notre exercice. Donc ici, on va commencer à résoudre dans la première partie, la chambre d'ionisation. Donc comme je le disais, nous allons passer à la résolution de la situation d'application, d'évaluation numéro 2. Et on va d'abord travailler dans la chambre d'accélération. Dans la chambre d'accélération, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de préciser la plaque qui doit porter le potentiel le plus élevé entre P1 et P2 et de justifier votre réponse. Après, on nous demande aussi de calculer la vitesse V0 d'un ion Zn2 plus 68 lorsqu'il sort en O2. Donc d'abord, avant tout ceci, je vais préciser mon système. Système, il s'agit de quoi ici? Il s'agit des ions zinc. L'ion Zn2 plus 68. Le référentiel,
terrestre supposé galiléen. Quelles sont les forces qui vont agir ici? Bilan des forces. Bilan des forces. Je regarde mon schéma. Le poids étant négligeable, nous avons les deux plaques étant chargées, nous avons la force électrostatique. Force électrostatique. La force électrostatique, Fe, qui a pour expression QE. QE, je peux essayer de faire un schéma approprié. Voici le schéma. On a O1, on a O2. O2. On doit représenter la force Fe. Si on doit représenter la particule étant quelque part là, la force Fe sera dirigée. Fe est là. Fe étant dirigé là, Q étant supérieur à 0, ça veut dire que le champ E sera dirigé vers où? Le champ E aura le même sens que E. Alors, donc on va répondre à notre question maintenant. La question 1.1. La question 1.1, on nous demande de préciser la plaque qui doit porter le potentiel le plus élevé. Plaque qui porte le potentiel le plus élevé. Plaque qui porte le potentiel le plus élevé. On a la plaque, ici c'est la plaque P1 et nous avons la plaque P2. Voici les deux plaques. P2. Donc comment nous pouvons justifier cela? Les ions sont accélérés de la plaque P1 vers la plaque P2 sous l'action de la force Fe égale à quoi? QE. Les ions, nous allons noter ici, l'ion Zn2+ est accéléré de la plaque P1 vers la plaque P2 sous l'action de Fe. Sous l'action de Fe qui est égale à quoi? QE. Q supérieur à 0, alors, ça veut dire quoi? Fe et E en même sens. En même sens. Si les deux ont un même sens, étant donné que E décroît les potentiels, alors, étant donné que E décroît les potentiels, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plaque P1 sera chargée positivement et la plaque P2 sera chargée négativement. Alors, Vp1 sera supérieur à 0 et Vp2, le potentiel de la plaque 2 sera inférieur à 0. D'où la plaque qui porte le potentiel le plus élevé est la plaque
P1. Voilà comment on peut justifier la plaque P1. Alors ici, nous avons quoi? Les ions Zn2+, qui sont accélérés de la plaque P1 vers la plaque P2 sous l'action de la force Fe. Or, Fe est toujours dirigé vers... Fe est dirigé ici vers P2. Les particules vont de O1 à O2. Donc, ça dit que quoi? Or, la force Fe et E, les deux ont le même sens. Pourquoi? Parce que Q est supérieur à 0. On a les ions zinc qui sont chargés positivement. Donc, ça veut dire quoi? E aussi sera dirigé vers la plaque P2. Or, nous savons que quoi? E est toujours dirigé des potentiels les plus grands vers les plus petits. Si c'est le cas, ça veut dire quoi? La plaque P1 est chargée positivement et la plaque P2 est chargée négativement. Donc, la plaque qui porte le potentiel le plus élevé, c'est la plaque P1. Voilà la justification. On va passer à la question 1-2. 1-2, on nous demande de calculer la vitesse. 1-2. Vitesse V0 de l'ion Zn2 plus 68. Voici la question. Qu'est-ce que je dois faire? On doit faire le système, on a déjà fait l'étude, le système, le référentiel, bilan d'effort, on a fait le schéma. Donc ici, je vais appliquer quoi? Le théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique entre O1 et O2. Entre O1 et O2. Donc on aura quoi? Énergie cinétique au point O2 moins énergie cinétique au point O1 égale à travail de la force électrostatique. Or, travail de la force électrostatique égale à quoi? C'est égal à Q, potentiel de départ qui est Vp1 moins potentiel d'arrivée Vp2. Ça dépend des positions de départ et d'arrivée. On part de la plaque P1 à la plaque P2. Énergie cinétique au point O1, on nous a dit quoi? On nous a dit dans le test que la vitesse des ions lorsqu'ils traversent la plaque P1 en O2 est supposée négligeable. Donc, ça dit que quoi? La vitesse au point O2, O1 est égale à 0. Donc, ici, on va noter maintenant EC 0,1 égale à 0 car vitesse O1. Voilà, vitesse, on va noter ça V0. Pour ne pas confondre avec les VP. V01 égale à 0. On a aussi quoi? La charge Q. La charge Q ici égale à combien? Les ions, on a les ions zinc Zn2+. La charge c'est plus 2E. La charge élémentaire. Donc nous allons faire quoi? L'énergie cinétique. Au point celui-là, on aura donc 1/2 de M. V02 au carré moins 0 égale à 2 E Vp1 moins Vp2. Donc c'est égal à quoi? C'est une tension positive. Or dans le test, on nous a donné U. La tension U égale à 1000 volts. Donc c'est égal directement à U. De là, je fais quoi? Je vais tirer la vitesse. Ce qui implique donc V02 au carré égale 2 fois 2, alors 4 EU sur M1. Je vais préciser M1 parce que nous avons deux ions ici. Le premier ion, l'isotope Zn2+, 68 est appelé, la masse c'est M1. Mais est-ce qu'on connaît M1? M1 aussi, on peut transformer. C'est égal à quoi? 4E U sur M1 dans le test, on nous a dit quoi? M1 égale à 60 petit u. Donc ça fait 68 U, l'unité de masse atomique. Qu'est-ce que je fais? Je vais simplifier. Donc déjà on simplifie 2, on va avoir du 34. 34 divisé par 2, ça nous fait du 17. Ça nous fait du 17. V02,
la vitesse V02, voilà, V02, c'est ce qu'on va appeler V0. V0 égale à V02, qui est égal à quoi? Qui est égal à racine, on dit on va simplifier 4 divisé par celui-là, on aura E, grand U, la tension divisé par 17 petit u. Voilà, 17 U, unité de masse atomique. Donc, voici la vitesse V0. V0 égale à E, la tension, 17 U. Voilà, 17 U racine. On va faire l'application numérique. Application numérique. V0 égale, la charge élémentaire, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, multiplié par la tension qui règne entre les deux plaques, qui est 1000 volts. 1000, que divise 17 multiplié par l'unité de masse atomique qui vaut 1,67 10 puissance moins 27 en racine. Alors, tout calcul, on va prendre les machines maintenant et vérifier. Donc, on aura du racine de 1,6 10 puissance moins 19 multiplié par 1000 divisé par 17 fois 1,67 10 puissance moins 27. Tout calcul nous amène au résultat V0 égale à 7,51 10 puissance 4 mètres par seconde. Voici la vitesse de passage de l'ion Zn2 plus 68 au passage au point O2. Voilà, nous avons résolu la question 1,2. On va passer maintenant à la question 1,3. 1,3. Qu'est-ce qu'on nous demande? Exprime en fonction de x et V0 la vitesse des ions. Vitesse, donc c'est la vitesse V0 prime en fonction de x et V0 de l'ion Zn2 plus x. Voilà ce qu'on nous demande. Mais on ne va pas encore faire la démonstration avec le théorème de l'énergie cinétique. Ce qui diffère les deux ions ici, c'est quoi? C'est la masse. Donc, on va faire par analogie. Par analogie, on aura quoi? V0 prime carré sera donc égal à quoi? Je regarde ici, il est encore là. V0 prime au carré sera donc égal à quoi? 4EU, 4EU sur M2, qui est égal à quoi? 4EU, M2 c'est égal à quoi? Ça fait X fois l'unité de masse atomique, petit u. Donc finalement, j'aurai quoi? Comment? J'aurai V0 prime, qui sera donc égal à quoi? À racine de 4 E grand U sur X petit u. Voici l'expression de V0. Mais ici, on nous demande quoi? On nous demande d'exprimer V0 en fonction de X et V0. V0 prime en fonction de X et V0. Je vais faire quoi? Le V0 doit intervenir. J'ai des racines. Racines ici et racines également là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois procéder par... On va essayer de procéder par un rapport. Donc, je vais faire V0 prime divisé par V0 égale à quoi? Ça sera donc égal à 4 et U. 4 U sur X petit u. Le tout divisé par V0. Bon, là, on va prendre le carré. Bon, on va avoir racine. Bon, je laisse la racine, on va la dire tout à l'heure. Racine. Racine de quoi? Racine de 4 EU divisé par 68 petit u.
Voilà, 68 petit u. Voilà, racine de 68 petit u. On avait simplifié. Voilà, bon, je laisse sous cette forme pour pouvoir faire une simplification. Donc là, j'aurai quoi? Je vais élever au carré. Ce qui implique donc quoi? On va élever au carré V0 prime sur V0, le tout au carré égale. On constate que la racine s'en va 4EU sur XU, le tout divisé par 4E grand U sur 68 petit u. Je vais passer à la simplification. Qu'est-ce que ça peut me donner? On y va. Ça peut me donner le rapport des deux. Je peux simplifier. Je multiplie par l'inverse. On multiplie par l'inverse, donc j'aurai V0 prime sur V0 au carré sera donc égal à 4EU sur X petit u, le tout multiplié par l'inverse. L'inverse, ça fait du 68 petit u sur 4E grand U. On peut faire quoi? On simplifie. Petit u, petit u. Donc, finalement, j'aurai du 68 que divise X. Qu'est-ce que je veux? C'est V0 prime. V0 prime sur V0 égale à racine de 68 divisé par X. Implique donc V0 prime égale à V0 racine de 68 sur X. On va exprimer V0 prime en fonction de quoi? De V0 et X. Je consacre à V0 et à X. J'encadre le résultat final. Et voici l'expression de V0 prime qui correspond à la vitesse de l'isotope Zn2 plus X. Voilà ainsi traiter la question numéro 1 avec les 3 volets. On va passer maintenant à la chambre de déviation. Chambre de déviation. Petit 2. Petit 2. Chambre de déviation. La chambre de déviation. On va aller à le deuxième cas maintenant. Chambre de déviation, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit après le passage au point O2, la particule entre dans une zone où il y a un champ B. Et là, on nous demande de faire quoi? D'indiquer sur un schéma le vecteur champ B pour que les ions Zn2 plus 68 parviennent en A et les ions Zn2 plus X en A'. Justifie ta réponse. Bon, ici, on va faire encore l'étude à nouveau. Lorsque la particule entre dans la zone de déviation, quelle est la force qui agit sur la particule? Donc, c'est le même système, le même référentiel. Bilan des forces, système. Je vais faire d'abord, avant de passer, je vais faire le système. Donner le système plutôt. Dans l'ion, les isotopes, les ions isotopes de l'ion Zn2+. Voilà. Isotope de l'ion Zn2+. On a l'ion Zn2+ X et l'ion Zn2+ 68. Ensuite, le référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces. Bilan des forces. Ici, quelles sont les forces qui vont agir? On a la force de Lorentz. Force de Lorentz. La force de Lorentz qui a pour expression Fm égale à QV vectoriel B. Là, la force de Lorentz. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de faire le schéma. La représentation, cette partie, je vais représenter. Voici.
Voilà, O2. O2. Et là, ici, on doit représenter la vitesse V. La vitesse initiale V0 que je vais représenter, voici le V0. V0. Vitesse de départ. Et nous avons le champ B. On a dit quoi? La particule doit arriver au point A. Et l'autre A'. A et A'. Donc la particule doit arriver au point A'. Nous avons le B qui sera là. Mais ici, selon le terme qui est là, le terme que nous avons, Fm égale à quoi? QV0 vectoriel B. C'est-à-dire que quoi? Fm est perpendiculaire à V0. Fm est perpendiculaire à 0. Or, on nous dit quoi? Les particules arrivent au point A. C'est-à-dire pour les particules, les ions Zn2 plus 68. Au point A et A'. Donc, ça veut dire que quoi? Les particules sont déviées vers le bas. Or, F, donc ça dit que quoi? Fm est perpendiculaire à V0. Donc, Fm sera dirigé là. Fm sera dirigé là. Maintenant, comment donner le sens maintenant de B? Je vais appliquer le trièdre QV0, B qui va nous donner Fm. Donc, je vais appliquer la règle de la main droite. Voilà, à vous d'appliquer la règle de la main droite ou la règle des trois doigts de la main droite. Alors, on va y aller, on va justifier ici la justification. On va justifier un peu. Le sens de B, on va donner maintenant le sens de B. 2, 1, 2, 1. Sens de B. Le sens de B. Que B est tel que le trièdre qu'on a ici, c'est quoi? C'est le trièdre Q, V0, B, Fm, soit direct. Soit direct. Alors, B est, on va voir si B est entrant ou bien sortant. Donc, je vais appliquer le trièdre. Le vecteur QV0, Q étant supérieur à 0. Donc, ça dit que QV0 et V0, les deux ont le même sens. Et ça veut dire quoi? Le Fm est dirigé vers le bas. Donc, à nous d'appliquer la règle de la main droite. Les quatre doigts suivant QV0. Le pouce est indiqué par, le pouce va nous donner Fm et notre paume va indiquer le sens de B, l'orientation de notre paume. Donc, en appliquant cette règle, qu'est-ce que j'aurai? Les quatre doigts suivant celui-là et le pouce doit être dirigé vers le bas. Donc, en appliquant la règle, voilà ce que nous avons. Je constate que je vois ma paume. Si je vois ma paume, ça veut dire quoi? Le B est sortant. Je vois le bout. Donc, le B est sortant. Sortant. Donc, sur le schéma, qu'est-ce qu'on doit mettre comme symbole? On met comme symbole un B, un point, avec B. Qui est là. En la voie figure. On va mettre voie figure. On a un B qui est sortant. Voilà, le point pour dire que le B est sortant. Voilà pour ce qui est de la question 2.1. La question 2.1. 2.1, on a justifié la réponse. Voilà. On nous demande maintenant de montrer que la trajectoire des ions est plane. 2.2. Donc, ça revient un peu au rappel, aux activités d'application. On retrouve en 2.2, montrons que le mouvement ou la trajectoire, c'est bien dit, la trajectoire est plane. Bon, on va aller avec la trajectoire plane. Montrons que la trajectoire est plane. La trajectoire est plane. Montrons que la trajectoire est plane. Si la trajectoire est plane, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement a lieu
Dans un plan, c'est ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire le mouvement a lieu suivant deux directions. Pas 3 directions, disons 2 directions. Donc, d'abord, je vais choisir un repère à 3 dimensions et montrer que le mouvement a lieu suivant le repère à 2 dimensions. Donc là, on a soit le repère cartésien O, bon, on aura l'origine, ça sera O2, I, J et K. Voilà. Orthonormé. Voilà le repère orthonormé. Donc, je vais choisir ce repère. Je vais choisir les axes de ce repère. Donc, j'aurai V0. Suivant V0, je vais prendre, c'est l'axe X qui a pour vecteur unitaire I. Suivant celui-là, on a déjà 2 qui sont déjà orthogonales. Y. Les 2 droits sont déjà orthogonales, donc j'aurai J, il a. Et un troisième, voilà le K. Le K est perpendiculaire au plan de la figure. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois montrer que le mouvement, voilà, on a un repère à 3 dimensions, I, J, K. Mais montrons que le mouvement a lieu suivant 2 axes. Donc, pour cela, je vais faire quoi? Appliquons d'abord, le théorème du centre d'inertie. Le théorème nous dit quoi? Somme des forces extérieures appliquées au système égale à quoi? MA. Donc, on aura quoi? La force magnétique qui sera donc égale à quoi? MA. Or, la force magnétique, on a dit c'est égal à quoi? QV vectoriel B. Voilà, QV0 vectoriel B. Ce qui implique donc quoi? A sera donc égal à Q sur M V0 vectoriel B. Ça veut dire quoi? Ce qui implique donc, je peux donner une interprétation des positions, c'est-à-dire des différentes positions des vecteurs. Donc, ce qui veut dire quoi? A est perpendiculaire à B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire A est perpendiculaire à B. Or, B lui-même égale à quoi? Or, B lui-même, il est suivant K. Ce qui implique aussi quoi? A est perpendiculaire à K. Est-ce que ça veut dire mathématiquement? Si A est perpendiculaire à K, ça veut dire quoi? La projection de A, qu'on appelle de A sur K, qu'on appelle AZ, qui est égal à quoi? Dérivée de VZ sur D de T égale à 0. Voilà, vous avez un vecteur qui est perpendiculaire à un axe, quand on fait la projection, ça nous donne 0. Or, l'accélération suivante Z, c'est dérivée de VZ par rapport au temps. Donc, ce qui veut dire quoi? VZ est égal à une constante, et cette constante ne peut être que quoi? La valeur de la vitesse à l'instant t égale à 0 sur l'axe. Quand je regarde l'instant t égale à 0, voilà le vecteur vitesse. Quand on fait la projection sur l'axe perpendiculaire, donc c'est égal à 0. Donc je reviens encore pour dire quoi? Vz. Je constate que Vz, par définition, qui est égal à d de z sur d de t égale à 0. On vient de dire que c'est égal à 0. Ce qui implique quoi? Que z égale à une constante qui est égale à la constante z0. Quand on dit c'est une constante, ça veut dire quoi? Ça a la même valeur à l'instant t égale à 0, à l'instant t différent de 0. Donc, OZ0, quand je regarde l'instant t égale à 0, O2 est l'origine du repère. Donc, ça dit que quoi? Z0 vaut 0. Par conséquent, Z aussi égale à 0. Donc, on constate que quoi? À n'importe quel instant t, Z est nul. Si Z est nul, ça veut dire quoi? Il va nous rester maintenant les 2 dimensions. La dimension I et J. Donc, et quand nous avons 2 dimensions, on dit que le mouvement
est plan. Le mouvement a lieu dans un plan, d'où la trajectoire est plane. Donc, on conclut là. On va conclure là pour cette démonstration. Pour n'importe quelle date, pour toute date, z égale à 0. Alors, le mouvement a lieu dans le plan O2 IJ perpendiculaire à B. Alors, vous avez le plan qui est là, selon V0 et FM. Et c'est perpendiculaire à B. D'où la trajectoire plane. Voilà. On vient de montrer que le mouvement est plan, donc la trajectoire est plane. Donc, j'ai pris quoi? J'ai pris appliquer le théorème du centre d'inertie. Et je constate que A est perpendiculaire à B. Avec A perpendiculaire à B, B est suivant K, ça peut me dire que A aussi est perpendiculaire à K. Si A est perpendiculaire à K, la projection va nous donner 0. Et quand ça nous donne 0, on peut avoir les définitions selon la cinématique que nous avons déjà vue. Dérivée AZ égale à dérivée par rapport au temps de VZ égale à 0. Ce qui veut dire quoi? V est une constante. Et la constante, c'est V0Z. Je regarde sur mon chemin, V0Z vaut 0. Vz à son tour qui est égal à la dérivée par rapport au temps de Z égale à 0. Ça veut dire quoi? Z est une constante et la constante ne peut que être que 0. Z0. Z0 aussi, quand on regarde sur le chemin, c'est égal à 0. Donc, pour n'importe quel instant, Z est nul. Si Z est nul, le mouvement a lieu dans un plan. Et le plan ici, c'est quoi? C'est O2IJ qui est perpendiculaire à B. D'où la trajectoire plane. Nous avons fini avec la question 2.2. Nous allons passer à la question 2.3. Montrons que le mouvement des ions est circulaire et uniforme. On va démontrer que le mouvement est circulaire uniforme. Montrons que le mouvement est circulaire uniforme. Bon, je préfère laisser cette partie et effacer là. 2.2. Montrons que le mouvement est circulaire uniforme. 2.2. 2.2. Montrons que le mouvement est circulaire et uniforme. Montrons que le mouvement est circulaire et uniforme. Avant de montrer que c'est circulaire, il faut d'abord montrer que le mouvement est uniforme d'abord. Voilà. D'abord, montrons le mouvement doit être uniforme d'abord. C'est avec, lorsque c'est uniforme, c'est là où vous pouvez appliquer le mouvement circulaire. Mouvement uniforme. Donc, on va aller d'abord, mouvement uniforme. Comment on peut montrer que le mouvement est uniforme? On a dit il y a deux possibilités. J'ai appris la définition qui me sied. Mouvement uniforme, on va aller avec le terme des puissances. Si je pars avec le terme de puissance. Première possibilité. Alors, donc, je vais appliquer les deux possibilités. À vous de choisir. Première possibilité, la puissance de la force magnétique égale à quoi? Par définition, c'est égal à Fm scalaire la vitesse V0. La vitesse V0. Or, qui est égal à quoi? 0. Pourquoi? Car, selon l'expression que j'ai donnée tout à l'heure, Fm égale à QV0 vectoriel B. Ça veut dire quoi? Fm est perpendiculaire à V0. Car Fm perpendiculaire à V0 est égal à 0. Alors, la puissance moyenne de Fm aussi, qui par définition est égale à quoi? A fait travail de la force magnétique sur la durée, ça sera donc égal aussi à 0. Si c'est égal à 0, ça implique quoi? Ça implique que le travail de la force magnétique est nul. Or, selon le théorème de l'énergie cinétique,
Delta EC égale à travail de FM. On vient de dire quoi? Travail de FM égale à 0. Ce qui implique donc quoi? Delta EC égale à 0. Lorsque la variation de l'énergie cinétique est égale à 0, ça implique que la vitesse égale à une constante. D'où le mouvement est uniforme. Ou encore, deuxième possibilité. Là, j'applique cette fois-ci le théorème du centre d'inertie. On a dit quoi? Théorème du centre d'inertie. On a dit A égale à Q sur M, V0 vectoriel B. Vectoriel B, ce qui implique donc quoi? A est perpendiculaire à V0. À V0. Mais quand je regarde V0, on a dit la portion ici, par exemple, quand je reviens sur le schéma, V0 est là. Si je dois représenter, nous sommes dans le mouvement circulaire. Si on doit représenter le repère qui est mobile, c'est la barre de freinée. On constate que le V sera suivant N. Voilà, quand par exemple, si je représente la trajectoire qui est là, si nous sommes ici, on aura la base de freinée taux et N qui sera là. Donc, V sera souvent toujours suivant taux. Voilà, si nous sommes ici, voilà taux et voilà N. Donc, V sera toujours suivant taux. Ce qui implique aussi quoi? Or, V0 est égal à V0 taux. Si c'est suivant taux, ça veut dire quoi? Ce qui implique aussi que A sera perpendiculaire chaque fois aussi à taux. Si A est perpendiculaire à taux, ça veut dire quoi? Ça implique que A, la projection de A, qui est A taux, qui est égal à la dérivée de V par rapport au temps, ça sera égal à 0, ce qui implique que V égale à une constante. D'où le mouvement est uniforme. D'où le mouvement est uniforme. Donc, vous avez deux possibilités pour montrer que le mouvement est uniforme. Soit je passe par les puissances, c'est encore plus simple, ou soit je passe par le théorème du centre d'inertie. Je considère que A est perpendiculaire à V0. Or, V0 est suivant taux. Donc, ça dit que A est perpendiculaire aussi à taux. A taux, par définition, c'est égal à la dérivée de V par rapport au temps de la vitesse. Puisque A taux est nul, ça veut dire que la vitesse est une constante. Voilà comment on peut montrer que le mouvement est uniforme. Une fois que j'ai montré que le mouvement est uniforme, je vais montrer maintenant que le mouvement est circulaire. Mouvement circulaire. Alors, on y va pour le deuxième cas. Je lève le schéma parce que je l'exploite à tout moment. Je vais montrer maintenant que le mouvement est uniforme. Mouvement circulaire plutôt. Mouvement circulaire. Le mouvement est circulaire. Je vais montrer. Ici, j'aurai quoi? J'ai déjà A. A, suivant le théorème du centre d'inertie, A, on a dit quoi? Est égal à quoi? Est égal à Q sur M, V0, vectoriel B. Et puis, je peux chercher la norme. La norme, ça veut dire A sera donc égal à quoi? Valeur absolue de Q sur M, V0, B. Puisque V0 et B, les deux sont perpendiculaires. V0 et B, les deux sont perpendiculaires. Voici la norme, donc je l'appelle la première relation. La deuxième relation, selon le théorème, selon la barre de freinée, A aussi égale à quoi? A égale à D de V sur D de T, taux, plus V carré sur rayon de courbure, N. Voilà. Voici. Et là, nous constatons que quoi? La vitesse égale à une constante. V égale à une constante. Voilà, c'est pourquoi on ne peut pas montrer que c'est circulaire avant uniforme. Or, V égale à une constante, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire quoi? A sera donc égal à quoi? Dérivée de V par rapport au temps, ça sera égal à 0. A sera donc égal à V carré sur Rn. En norme, j'aurai A égale à V carré sur R. Or, V carré, on a dit la vitesse est une constante, donc c'est aussi égal à quoi? V0 carré sur
R. Voici la deuxième relation. C'est le même A. Donc ici, c'est d'après le théorème du centre d'inertie. Le deuxième, c'est d'après la barre de Freinet. On peut exprimer A dans cette base. Donc j'aurai 1 qui est égal à 2. Voilà. Donc finalement, j'aurai valeur absolue de Q. V0 B sur M égale à V0 carré sur rayon de courbure. Qu'est-ce que je cherche? Je vais en déduire le rayon de courbure. R égale M V0 carré sur valeur absolue de Q fois V0 fois B. Qu'est-ce que je fais? Je simplifie. Je vais simplifier. V0, donc il va rester R égal à M V0 divisé par valeur absolue de Q multiplié par B. Or, Q égale à quoi ici? Q égale à plus 2E. Donc finalement, R égale à M V0 sur valeur absolue de Q qui est égale à 2E B. M est une constante, V0 est une constante, E est une constante, B est une constante, ça veut dire quoi? R égale à une constante. Quand le rayon de courbure égale à une constante, ça veut dire quoi? Le mouvement est d'où mouvement circulaire. Circulaire. Quand le rayon de courbure égale à une constante, le mouvement est circulaire. Donc finalement, nous avons montré que le mouvement est circulaire uniforme. Voilà. La première fois, nous avons démontré que le mouvement est uniforme. On vient de montrer que le mouvement est circulaire. Donc, au total, le mouvement est circulaire uniforme. Voilà comment on montre que le mouvement est circulaire uniforme. On va aller maintenant avec, on nous demande de calculer le rayon de courbure des ions Zn2+. Rayon de courbure 2, 3, rayon de courbure des ions Zn2+ 68. C'est lui qui nous intéresse. Ok. Ce rayon, les ions, on va l'appeler R1. R1 égale à la masse M1, la vitesse qui est V0 divisé par 2EB. Or, M1 égale à quoi? M1, nous avons dit que M1 égale à 68 U. M1 égale à 68 U. Multiplié par V0. V0 divisé par 2EB. Donc là, on aura R1. R1, 68, on divise par 2. Ça va nous faire du 34. 34 U multiplié par V0 que divise EB. Voilà R1. On connaît petit U, on connaît V0, on connaît E, on connaît P. On va faire l'application numérique. Application numérique, nous connaissons toutes ces valeurs. R1 égale à 34 U. U égale à 1,67. 10 puissance moins 27 multiplié par V0. V0, nous l'avons déjà trouvé. C'était tout à l'heure, on avait calculé. C'était 7,51 10 puissance 4. Divisé par la charge élémentaire qui est 1,6. 10 puissance moins 19. Multiplié par le champ B. Le champ B qui vaut 0,1 Tesla. Donc, on va essayer de prendre les machines et on va essayer de calculer cette valeur. La valeur, on a 34 multiplié par 1,67 10 puissance moins 27 multiplié par 7,51 10 puissance 4. Le tout divisé par 1,6 10 puissance moins 19 multiplié par 0,1. Tout calcul nous amène à 0,2665.
0,2665 mètres. Voilà. Soit, on peut dire, c'est égal à 266,5 mm. Voilà pour ce qui est du rayon R1 qui correspond à l'isotope Zn2 plus 68. On va passer maintenant à la dernière question. L'objectif ici, c'était quoi? C'était de déterminer, l'objectif était de déterminer le nombre de nucléons de l'autre isotope. Vous avez deux isotopes, le Zn68 et le Znx. Donc, l'objectif ici, c'est de déterminer quel est le deuxième isotope. Le X, là, on doit déterminer. Et la dernière question va nous traiter ce cas. On nous demande d'en déduire de la question 2.4. Le nombre de nucléons X de l'isotope Zn2 plus X. Alors, c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Il faut en déduire. Donc, on y va avec... on va effacer là. La question 2.4. Le nombre de nucléons de Zn2 plus. Voilà. Le nombre de nucléons, le X. C'est l'X qu'on veut déterminer. Donc ici, on dit à l'aide de la question 2.4. La question 2.4, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de calculer le rayon R1. Mais on me demande de déterminer X. Donc ça dit, je dois faire intervenir R1. Mais on m'a donné quoi? On m'a donné sur le schéma, on m'a donné également la distance qui sépare les deux points d'impact. On m'a dit quoi? C'est Zn2 plus X qui vient là. Et là, nous avons Zn2 plus 68 qui est au niveau de A. Je viens d'avoir le rayon de celui-là. Et c'est celui-là on me demande. Je connais la distance qui sépare les deux. Donc, qu'est-ce que cela peut me permettre d'avoir? Je sais que quoi? A' égale à quoi? Quand nous prenons le premier qui est là, voilà, le deuxième, voilà. On constate que quoi? De là, de 0,2 à A, c'est le diamètre du cercle décrit par le premier isotope. Et de O2 à A', c'est le diamètre du deuxième aussi également. Mais la distance qui sépare les deux, comment je peux déterminer ça? A' égale à quoi? A' égale à O2 A' moins O2 A. Or, O2 A' c'est quoi? C'est le diamètre. C'est égal à 2 fois le rayon R2 moins 2 fois le rayon R1. Voilà déjà. Et ici, ça me permet d'avoir A' égale à 2 fois R2 moins R1. Ici, lui là, il est connu, mais c'est R2 qui n'est pas connu. Ce qui implique donc R2 moins R1 égale à A' sur 2. Implique encore que R2 égale à A' sur 2 plus R1. Je peux calculer déjà R2. Je peux connaître R2. Application numérique, je vais chercher à déterminer R2 en même temps. R2 égale A', on nous a donné la distance, ça vaut quoi? A' vaut 8 mm. 8 mm, je convertis en mètres, ça fait 8 10 puissance moins 3. Que divise 2? Plus, celui-là lui vaut 0,2665. Je prends ma machine et je vais calculer. R2 égale à 8 10 puissance moins 3 divisé par 2 plus 0,2665. Tout calcul me conduit à 0,2705. 0,2705 mètres. Voici le rayon du deuxième isotope. Mais je connais le R2. Comment je peux déterminer X avec?
Voilà, le R1 m'a permis de calculer R2. Je sais que quoi? R2, nous avons déjà étudié. Or, R2 égale à quoi? Ça fait la masse de multiplié par quoi? Par la vitesse V0 prime divisé par 2. On aura quoi? Multiplié par la valeur absolue, ça fait 2EB. Voilà. R0, R2 égale à celui-là. Ça fait la masse du deuxième isotope divisé par sa vitesse. La vitesse du deuxième isotope, c'était égal à V0 prime divisé par 2EB. Or, V0 prime est exprimé en fonction de X. Et V0 prime est égal à quoi? On a dit que c'est égal à V0 racine. Racine de quoi? Racine de 68 sur X. Voilà le X qui intervient. Aussi, on a M2 qui est égal à quoi? X fois petit u. Donc, je vais remplacer tout ceci par leur expression. Ce qui implique donc R2 égale à X. Ah bon? D'accord. Donc, j'aurai donc, en remplaçant tout ceci, j'aurai R2, l'expression de R2 sera égale à quoi? Ça sera égal à M2 qui est X U. Que multiplie quoi? Multiplié par V0 racine de 68 sur X. Le tout divisé par 2EB. Voilà. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est le X que je vais avoir. J'ai X ici, j'ai X. Oh, il y a racine ici. Je vais faire quoi? Je lève au carré. Donc, j'aurai R2 au carré égale à quoi? R2 au carré égale à X carré, petit u au carré, V0 au carré, et là, lui, il sera 68 divisé par 68 que divise X. La racine s'en va. Le tout divisé par quoi? 2EB au carré. Je peux faire quoi? Je peux déjà simplifier les... Voilà le X ici. Celui-là, il va partir. Donc, on aura R carré, on aura R carré, R2 carré égale à X. Voilà, vous avez petit U, on aura 68. Donc, je peux avoir du 68. X, petit U carré, V0 carré, le tout divisé par 2 E B carré. C'est X je cherche. X sera donc égal à quoi? Je vais passer tout ici. X sera donc égal à quoi? Ça sera égal à 2 E B au carré multiplié par R2 au carré. Le tout divisé par, on aura petit U, 68. On aura petit U au carré, V0 au carré. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà simplifier un peu. Quand même, on a X égale. Je fais sortir celui-là, ça fait 4. 4 divisé par 68. Multiplié par E, B, R2 au carré. Le tout divisé par U, V0 au carré. On peut simplifier encore. Ça va me faire 1 sur du 17. 1 sur 17. D'abord, 4 divisé par 2, ça fait 2 sur 34. 34 divisé par 2, ça nous fait du 17. Et j'aurai le tout multiplié par E, B, R2 et U, V0, le tout au carré. Finalement, le X sera donc égal à 1 sur 17. E, B, R2 sur U, V0. Le tout au carré. Je vais faire maintenant l'application numérique qui va me permettre d'avoir le nombre de nucléons. Application numérique. Application numérique. Je fais l'application numérique. X égale à 1 sur 17, 1 17e. Multiplié par quoi? Par E qui est 1,6 10 puissance moins 19. 2 par le champ B qui vaut 0,1 Tesla. 2 par R2 qui vaut 0,1
2705. On vient de calculer, on a calculé tout à l'heure, divisé par petit u, l'unité de masse atomique 1,67 10 puissance moins 27. Multiplié par la vitesse. La vitesse, nous avons trouvé la vitesse de l'ion de l'isotope Zn2 plus 68. C'était 7,51 10 puissance 4. Le tout au carré. Je n'oublie pas le carré. Le tout au carré. X sera donc égal à quoi? On va essayer de calculer. Le calcul, on aura quoi? D'abord, 1,6 10 puissance moins 19 que multiplie 0,2 multiplié par 0,2705, le tout divisé par 1,6 10 puissance moins 27 multiplié par 7,51 10 puissance 4. Le tout au carré divisé par 17. Divisé par 17, le tout nous conduit à 70. 70. 70, voici le nombre de nucléons. Donc, pour les isotopes sont, on a les isotopes Zn 68 et Zn 70. Voilà les isotopes qu'on avait au départ, qu'on a ionisés. Les isotopes ionisés sont les isotopes ionisés. Les isotopes qu'on a ionisés. On a Zn en 68 et Zn en 70. Voilà. C'est quoi des isotopes? Ce sont des corps qui ont le même nombre de, qui ont la même charge, mais n'ont pas le même nombre de masses, ou bien le nombre de nucléons. Ici, lui, il a 68 et lui, il a 70. Mais ils ont les mêmes ions que ça produit, Zn2 plus Zn2 plus. Mais ils n'ont pas ils ont le même numéro atomique, mais diffèrent par leur nombre de masses. Voilà. Donc, voici l'objectif de ces exercices de déterminer le nombre de nucléons. Donc, vous voyez l'application du spectromètre de masse. Ça nous a permis de séparer les deux isotopes. Les deux n'ont pas les mêmes masses. Et quand ça nous a permis de les séparer, ça nous a permis d'identifier le deuxième isotope. Quel est le nombre de nucléons ou bien le nombre de masses du deuxième isotope? Ça nous a permis de l'identifier. Voici un peu l'intérêt du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme au niveau du spectromètre ou encore du spectrogramme de masse. Ça nous a permis de séparer deux isotopes et de les identifier. Merci. Nous allons passer à une autre situation d'évaluation, c'est-à-dire une autre application du champ magnétique, c'est-à-dire la séparation, séparer des particules qui ont des vitesses différentes, qu'on va appeler le filtre de vitesse ou le filtre de Vienne. Merci.